Monsieur le Président, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure, chers collègues, le présent texte vise à garantir que personne ne puisse, à la faveur d'une manipulation quelconque, se retrouver, à son insu ou contre sa volonté, candidat titulaire ou suppléant à une élection. Il a reçu un accueil favorable de l'ensemble des groupes politiques lors de son passage au Sénat et en commission, et a même vu son champ d'implication élargi. Il va sans dire que l'enrôlement de ces candidats malgré eux est inacceptable. Il est une humiliation des personnes vulnérables et une atteinte à l'intégrité du jeu démocratique. Le groupe de la France Insoumise votera donc, bien évidemment, ce texte. Il le votera avec d'autant plus de facilité que ses membres, et notamment son président Jean-Luc Mélenchon, ont souvent eu à pâtir de méthodes de falsification dont certains, sur ces bancs même, se sont fait une spécialité. Faux candidats, faux tracts, fausses déclarations, rumeurs infâmes, presque toujours employés par les mêmes individus. Les moyens mis en œuvre pour fausser les scrutins sont nombreux. C'est pourquoi le groupe de la France Insoumise regrette que le texte examiné aujourd'hui ait un objectif trop étroit. Il aurait pu tout d'abord renforcer l'arsenal à disposition du juge pour enrayer cette tendance à polluer le débat. Il faut dire que la timidité dont les auteurs du texte ont fait preuve rappelle, bien malgré eux sans doute, celle qu'a montrée le gouvernement socialiste durant l'affaire des faux tracts de Hénin-Beaumont, par exemple. Il faut croire qu'à l'époque, la fermeté n'était pas à l'ordre du jour. Dans cette affaire, alors que les faits étaient établis, reconnus par leur auteur à la télévision et la volonté de nuire était évidente, le procureur s'était refusé à donner un avis. Son autorité de tutelle n'avait apparemment pas donné de consignes visant à dissuader les fraudeurs. Cette décision est d'autant plus regrettable que cette année, une affaire de même nature a causé, à juste titre, l'annulation de l'élection législative de la première circonscription du territoire de Belfort. Mais ce texte aurait pu surtout montrer plus d'ambition en proposant des remèdes à la crise démocratique profonde que traverse notre pays. Car il ne suffira pas d'assurer que les candidats aux élections le sont de leur plein gré. Cette exigence minimale ne sauvera pas la Ve République et ses institutions vermoulues. Le constat n'est pas nouveau. Année après année, le nombre des citoyennes et citoyens qui s'écartent des urnes continue d'augmenter. Bien sûr, nous le regrettons. Mais qui parmi nous pourrait dire qu'ils n'ont pas de bonnes raisons de le faire ? La démocratie est verrouillée et les voix singulières n'ont pas grande chance de se faire entendre dès lors qu'elles pourraient mettre en danger l'oligarchie. Les exemples sont hélas trop nombreux des moyens employés pour dissuader le peuple de se mêler de ces affaires. Citons par exemple l'obligation d'obtenir 500 parrainages d'élus pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Cette barrière, opposée à d'éventuelles candidatures de fantaisie, n'en finit pas, scrutin après scrutin, de montrer sa nocivité. Systématiquement, elle devient la cause d'un feuilleton médiatique qui occulte toute question de fond. Au détriment des questions de fond également, des candidats dont la candidature trouve un écho populaire indéniable voient leur campagne paralysée. Leurs propositions sont écartées aussi longtemps que possible du débat, car quelle banque accepte de prêter à un candidat tant qu'il n'a pas ses parrainages ? Aucune. Si le législateur tient tellement à cette idée de parrainage, pourquoi au moins ne pas lui substituer au parrainage des élus l'idée d'un parrainage par des citoyens ? Il faut mettre fin à l'entre-soi de l'oligarchie pour rendre à la vie politique son intérêt et redonner son plein sens à la démocratie. Autre verrou qui ferme le jeu politique et auquel ce texte aurait pu s'attaquer, la répartition du temps de parole. Le mouvement En Marche avait protesté durant l'élection présidentielle à ce sujet, à juste titre. Pourtant, le gouvernement prévoit d'utiliser lors des prochaines élections un mode de calcul du temps de parole qui, si l'on en croit le journal Marianne, ferait passer le temps d'antenne de la majorité de 20 à 51 minutes et celui de la France Insoumise, par exemple, de 20 à 2 minutes. Alors que ces deux mouvements ont obtenu respectivement 24 et 19,6% des voix lors des élections présidentielles. La disproportion entre ces deux écarts fait scandale. Ce genre de manœuvre nuit manifestement à l'expression d'une pluralité d'opinions. Mais dans un second temps, ce sont l'écœurement, ou pire, le cynisme et l'indifférence qui naissent chez nos concitoyens et qui font courir un véritable danger à la démocratie. Une fois encore, les donneurs de leçons d'hier ne se soucient guère de cohérence lorsqu'il s'agit de défendre leur intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. La République a besoin pour vivre d'un véritable débat, d'une véritable confrontation des points de vue, mais tout est fait pour réduire cette confrontation à néant. N'entend-on pas régulièrement évoquer l'idée de ne plus distribuer la propagande électorale aux citoyens au nom d'un bien médiocre prétexte d'économie ? Au début de cette législature même, il a fallu encore une fois protester et faire valoir combien cette mesure eût été, si on l'avait prise, un déni de démocratie. Mais la possibilité laissée aux citoyens de confronter les points de vue n'est pas l'affaire seulement de la campagne officielle.
Le pluralisme des idées n'a pas beaucoup de défenseurs dans l'État, mais il en a peut-être encore moins dans les médias. Une élection en a donné une illustration criante. La campagne référendaire de 2005, qui avait vu une armée d'éditorialistes zélés faire une campagne active en faveur du oui, tandis que celles et ceux qui défendaient le non étaient invariablement stigmatisés de toutes les façons possibles et imaginables. À les entendre, les grenouilles et les sauterelles auraient dû s'abattre sur notre pays à l'issue du vote. Mais la volonté populaire, de toute façon, était de peu de poids face à l'obstination du pouvoir. Elle a été bafouée 2 ans après, avec l'adoption du traité de Lisbonne, décidé par ceux qui brandissent aujourd'hui une consultation taillée sur mesure pour défendre le projet de Notre-Dame-des-Landes et critiquer son annulation. Certes, toutes les élections ne donnent pas lieu à un déchaînement de conformisme aussi caricatural. Cependant, le sort réservé aux opinions hétérodoxes n'est guère enviable. L'autoproclamé cercle de la raison agit avec efficacité pour intimider les réfractaires et les tourner en dérision. Surtout, l'organisation économique du système médiatique, la concentration des titres de presse entre les mains de quelques milliardaires, l'exploitation généralisée des journalistes et pigistes, massivement embauchés sous des statuts précaires, et notamment comme auto-entrepreneurs, pressés de faire vite et pas cher, tout en servant les intérêts des commanditaires de publicité en tout genre, tout concourt à faire du débat public un champ lisse de conformisme, miné de polémiques navrantes. Alors qu'on voudrait pouvoir dire aux journalistes, pour paraphraser un personnage célèbre, « Soyez la lumière du monde, éclairez vos contemporains », on est bien forcé de constater que l'absurdité domine dans le système médiatique et que la recherche aveugle du profit conduit à mettre la lumière sous le boisseau. Enfin, et c'est bien entendu le cœur du problème auquel notre pays doit faire face, ce sont les institutions elles-mêmes qu'il faut refonder en passant à une 6e République. Certains se sont félicités de voir entrer la société civile à l'Assemblée nationale. Société civile, c'est l'expression que le macronisme, pris par un scrupule d'honnêteté, il faut lui reconnaître cela, a choisi de substituer au mot « peuple ». Car c'est vrai, le peuple n'est pas véritablement entré à l'Assemblée nationale en 2017. Qu'est-ce donc qu'un peuple aussi majoritairement composé de membres des classes aisées ? Quel est donc ce peuple français auquel une indemnité parlementaire ne laisserait pas d'autre solution que de ne manger que des pâtes ? En disant cela, je ne cherche pas à donner des leçons aux personnes, ni encore moins de reprocher à mes collègues d'être ce qu'ils sont. Au contraire, j'observe simplement qu'en dépit des bonnes volontés, que je ne veux pas un instant remettre en doute, les institutions ne permettent pas réellement au peuple de prendre son destin en main et d'agir directement en faveur de l'intérêt général. J'observe aussi que l'équilibre général des pouvoirs dans la Ve République n'est justement pas un équilibre. La balance penche si nettement en faveur de l'exécutif, la prépondérance du président de la République est telle qu'on a raison de parler de monarchie présidentielle. Comment ne pas comprendre que pour bon nombre de nos concitoyens, la politique se limite à déposer un bulletin dans l'urne une fois tous les 5 ans ? Alors oui, nous voterons sans enthousiasme ce texte sans élan. Mais aux libéraux qui siègent ici, qu'il me soit permis de rappeler les mots de Tocqueville au sujet des classes populaires, prononcés peu avant la Révolution de 1848. N'entendez-vous pas qu'on y répète sans cesse que tout ce qui se trouve au-dessus d'elle est incapable et indigne de les gouverner, que la division des biens faite jusqu'à présent dans le monde est injuste, que la propriété repose sur des bases qui ne sont pas équitables ? Si ce texte vous suffit, je crois que vous vous endormez sur un volcan.